3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Bastien Dru d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Et nous accueillons également Florian Yelpo. Bonsoir Florian. Bonsoir. Responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Bon, je vous propose l'exercice traditionnel des perspectives pour l'année suivante, 2024 en l'occurrence. L'idée étant pas d'être exhaustif forcément sur le scénario, Véronique, si je commence avec vous, mais comprendre un peu ce qui anime vos réflexions dans cet environnement complexe, sur le plan macro, sur le plan des marchés, sur le plan politique également. Le facteur politique sera peut-être un facteur clé déterminant tout au long de l'année 2024. Qu'est-ce qui anime vos réflexions? Quels sont pour vous les points saillants qui retiennent votre attention? Et peut-être, là aussi, question ouverte à tous, où est-ce que vous vous sentez peut-être le plus en dehors du consensus ou du scénario consensuel qui se dessine chez les économistes pour 2024? Alors, si on prend les principaux points, les principales questions et interrogations pour nous-mêmes économistes, je crois qu'on est obligé de commencer par l'économie américaine. Encore une fois, récession par récession. Ça tient, ça repart. Qu'est-ce qui se passe et que fait la Fed? Je suis sans doute un peu moins optimiste que ce que je sens des économistes de marché sur l'économie américaine. On a eu un chiffre spectaculaire, troisième trimestre, 4,9% en rythme annualisé. Et du coup, on a l'impression que ça a évincé toutes les problématiques ou la ritournelle sur une éventuelle récession. Alors, gardons en tête qu'il n'est pas rare dans l'histoire américaine d'avoir un dernier trimestre avant la récession qui soit excellent, voire même d'ailleurs un premier trimestre de récession parce que ce n'est pas la même méthode de calcul. Mais ceci dit et mis à part, on a des tas d'indicateurs qui continuent à se détériorer aux États-Unis, dont pas mal sont en train d'accélérer leur détérioration. Si vous regardez le marché de l'emploi, qui paraît excellent, robuste, mais en fait, depuis le début de l'année, l'économie américaine n'a quasiment pas créé d'emplois, dans les services privés, dans les secteurs qui font traditionnellement la dynamique conjoncturelle. On a fait de l'emploi public, alors là, voilà, et de la santé. Si on enlève la santé, déjà, sur les 6 derniers mois, il y a 0 création d'emplois. Enfin, 0... À ce point-là plus. Oui. À ce point-là. Je n'ai pas encore enlevé le secteur public de ces chiffres-là, mais du coup... Et quand on regarde ces choses-là, on se dit, tiens, c'est quand même pas aussi sympathique. Deuxièmement, il y a pléthore de petits indicateurs. Taux de chômage qui est légèrement remonté. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas la seule chose. Côté immobilier, c'est lent. Ça fait longtemps qu'on a un retournement, mais qui est pas plus virulent que cela. Donc on se dit, allez, on peut le mettre de côté. J'ai envie de dire, attention, le dernier rallye la dernière hausse de taux peut faire mal. Le marché est très... il y a des tas de distorsions. En fait, le marché tient grâce aux ventes de plus de 500 000 $, payé largement par cash. Donc, effectivement, c'est toute cette population qui passe à travers la fourche codine de la politique monétaire. Mais il y a toujours cet équilibre à trouver qui est très incertain. C'est à partir de quand est-ce qu'on risque de basculer? Est-ce que, à partir de quand tous ceux qui sont exclus risquent de peser davantage sur ce marché-là? Et on a l'impression qu'on n'en est plus loin. Alors, très prudent, parce qu'on s'est fait ramasser tellement de fois depuis plus d'un an sur cette question-là. Je crois que personne n'a envie de se remettre à crier au loup le premier. Voilà. Mais là, ce qui me semble important, c'est qu'on a une multiplication de signaux qui vont dans le même sens. Mais alors, en même temps, il y a eu les grèves dans l'automobile. Alors bon, là, ça va repartir. Le mois prochain, on aura 30 000 créations d'emplois qui viendront compenser, voilà. Effectivement. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est indéniable. Il me semble néanmoins que dans la balance, les signaux négatifs s'accumulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème d'inflation. En tout cas, conjoncturel. Je reste convaincu qu'on n'est pas sorti de l'auberge d'un point de vue structurel. Mais voilà, pour les 9 ou 12 prochains mois, il n'y a plus de problème d'inflation. Je pense que la Fed, donc, retrouve de la marge de manœuvre. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui la retient d'agir contre ces signaux négatifs? Et je reprends mes tablettes et mes machins. Et ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé sur un point haut des taux directeurs, ce qui me semble correct comme hypothèse aujourd'hui, eh bien, la Fed n'a pas attendu qu'on rentre en récession, elle n'a pas attendu qu'on ait un point de hausse du taux de chômage pour agir. En réalité, elle a fait, avec plus ou moins de décalage, mais en moyenne, 250 points de base de baisse de ses taux directeurs, le temps que le taux de chômage prenne un demi-point.
On a 4 dixièmes de hausse des taux de chômage depuis le point bas qui était en avril. On a une multiplication des signaux, plus de risque inflationniste. Je pense que la Fed, en fait, contrairement à ce qu'elle nous dit, a de la marge de manœuvre pour agir. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on va avoir peut-être une bonne surprise. Alors, une bonne surprise, elle ne vient jamais seule. C'est une bonne surprise, ce serait une Fed... stress conjoncturel un peu plus marqué que... Il faudra un déclencheur quand même pour la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Et ce déclencheur, je crois qu'il est du côté de l'immobilier quand même. Mais c'est également dans ce secteur-là qu'elle n'a pas envie de faire une fausse note. Parce que c'est potentiellement là qu'effectivement... Comme après la crise bancaire, les taux à 10 ans perdent 50 points de base, le marché immobilier repart et comme tout de suite, 14, ça repart. Et tout de suite, les loyers repartent. Oui. Donc, elle n'a pas le droit de se tromper, parce que quand on a un écart aussi important entre la hausse des loyers et les salaires, on sait bien que si ça continue, dans 1 an, dans 2 ans, on aura un problème de salaire. C'est inévitable. Et ils ne peuvent pas se tromper. Et je pense également que c'est pour ça qu'ils ne supportent pas que les taux longs baissent trop vite et qu'il y a tout de suite un rétropédalage sur les positions antérieures. On nous dit non, mais vous savez, on n'a pas fini, où il y a encore de l'inflation, c'est la guerre, etc. Donc on navigue comme cela, avec du coup quelque chose qui est absolument pas confortable pour des économistes, c'est-à-dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Il nous semble que la Banque centrale américaine va trouver les moyens d'agir, probablement plus que ce qui est pricé aujourd'hui. On va avoir du stress conjoncturel, mais finalement... on a des acquis de croissance qui sont aussi assez solides. On arrive à passer à travers. Donc, ça nous fait quoi? Un scénario de croissance de, je sais pas, 1,5%. Il faut qu'on affine, on n'a pas fini, mais 1,5% de croissance avec un semblant de récession, quelque chose qui, en tout cas, stimule la Fed. Et l'autre question, mais je vais... oui, on va faire tourner la parole, bien sûr, mais allez-y, Véronique. La partie longue de la courbe des taux, bien évidemment. Est-ce qu'on a là aussi quelque chose qui se met en marche, en ordre de marche par rapport à ce que je viens de dire sur la Fed, auquel cas, boum, c'est quand même une sacrée marche d'escalier. Elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas intégrée, on comprend, et même nous, on n'a pas envie de communiquer là-dessus, on a plutôt envie de dire, attention, il y a de la place pour un apaisement, mais derrière, ça va repartir très vite, surtout si on n'a pas de récession. Donc, mais il faut faire attention à sa communication, parce qu'en l'occurrence, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de raisons pour une pontification de la courbe des taux. Et ça tient le marché. Même si derrière, cycliquement, on n'a pas de quoi alimenter un cycle. On voit bien, hein, la courbe, elle n'est pas encore positive ou à peine, enfin, elle tourne autour. Mais on n'a vraiment pas un appel d'air tel qu'on a d'habitude, et ça suffit à maintenir le marché à flot et à faire que les 7 merveilles, fassent des merveilles. C'est ce que vous racontez, Florence. Vous êtes convaincu qu'on est dans une fin de cycle, mais comme le cycle est atypique, la fin de cycle est aussi atypique, et c'est une fin de cycle qui peut s'étendre dans le temps. En tout cas, c'est le discours que vous avez porté jusqu'à présent, c'est ça, Florian? Oui. J'aime bien le terme de inconfortable. C'est que je pense j'ai commencé ma carrière en 2005 et je me souviens distinctement de ce qui s'était passé entre 2007 et 2008, c'est justement cette phase de fin de cycle, ce que les Américains appellent late cycle. C'est-à-dire que la Banque centrale arrête de monter ses taux, elle les garde inchangés pendant un certain temps, et cette période-là est généralement plus longue qu'on ne le pense. Et on commence à prendre des paris dans une direction ou dans l'autre, pas assez de hausse, trop de hausse, du coup on est long action ou on est défensif vis-à-vis des actions, et en général on s'en mord pas mal les doigts. Est-ce que cette fin de cycle, elle est atypique? Pas tant que ça. Une fin de cycle, en général, c'est 4 trades de marché, c'est les taux qui montent, c'est les émergents qui surperforment les développés, les matières premières qui montent et le dollar qui baisse. On tique quand même pas mal de cases aujourd'hui avec de la volatilité, d'où l'inconfort aussi. C'est qu'on essaie de reconnaître un phénomène et on n'en voit qu'un bout et on est un petit peu... Oui, puis c'est assez récent quand même. Enfin, la baisse du dollar, c'est pas ce qu'on voyait en début d'année. Les émergents, ça fait quelques semaines sur fond de baisse du dollar qu'on voit des actifs émergents reprendre un peu de leadership. Mais c'est très, très récent quand même là. Du coup, là où on va être hors consensus, c'est justement de dire, si ça se trouve, on vient de commencer cette phase de late cycle, cette phase de stabilisation, et ça pourrait durer plus longtemps qu'on ne le pense, ça pourrait nous porter assez loin dans 2024, en fait. Et si c'est le cas, attention aux prises de paris, notamment en termes de duration. Les gens qui sont short duration pourraient avoir des surprises, entre autres choses. Pour nous, le scénario, pour la faire très courte, le scénario principal consiste à dire soft landing, ça reste
notre working assumption, notre cas de base. La désinflation, on y croit également, mais avec volatilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Le prix du baril, si le prix du baril se met à progresser parce qu'il y a un petit excès de demande qu'on n'a pas vu venir, vu les valorisations, vu les stocks, vu les niveaux de production, ça pourrait être assez douloureux. Donc désinflation, oui. Et puis pivot banque centrale. Oui, pivot banque centrale l'an prochain. Pivot banque centrale, on n'y est pas encore. La Fed n'a pas pivoté aujourd'hui. Ça reste encore quelque chose qui fera partie pour nous du paysage de 2024. Là, on est dans le consensus. Qu'est-ce qui déclenche la réaction de la Fed à la baisse dans ce cycle, dans celui qu'on vit Pour nous, une validation de ce que Véronique décrivait, c'est-à-dire qu'il y a un affaissement conjoncturel qui se poursuit et qui finit par inquiéter réellement la Fed. Et là, il y a pivot. Le pivot, pour nous, il se fera davantage. L'histoire de l'inflation semble être plutôt derrière nous, l'inflation cyclique, l'inflation qu'on maîtrise, est plutôt derrière nous. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une progression des coûts. Et c'est pour moi pas en tout cas ce que la Fed va regarder, ce qui va faire bouger la Fed. Ça fera bouger peut-être la BCE. Historiquement, la progression du prix des matières premières, ça a été une stimulation, ça a été une épine dans le pied de la BCE, beaucoup moins dans celui de la Fed. Donc plutôt un argumentaire en termes de croissance. L'an prochain, c'est une question de croissance des bénéfices, c'est une question de croissance réelle. Si on veut avoir le bon scénario sur l'année, c'est ça, et ça n'est plus un scénario d'inflation qui fera la différence pour nous. Et cette réaction de la Fed, telle que vous l'imaginez, ça permet de préserver, le cas d'un soft landing. C'est-à-dire un trou d'air, on vient flirter, sous le potentiel bien sûr, on vient flirter avec l'idée d'une récession, mais derrière, la réaction de la Fed permet de sortir de ce trou d'air assez vite. Et de ne pas plonger dans une récession endogène, auto-entretenue, qui durerait plus que ce qu'on imagine. Ça, c'est l'essence du soft landing. C'est vraiment la définition du soft landing. On va se retrouver dans un moment où la décélération sera suffisante pour que la Fed pivote réellement. Et là, gare aux gens qui seront défensifs en action. Ouais. Parce que là, en général, le marché monte très vite. Maintenant, avec le risque à côté de ça, qui est une réelle décélération et une réelle récession endogène plus forte qu'on ne l'attendait. Et là, quand la Fed coupe sur une récession endogène, c'est pas le moment d'avoir des réactions. Donc on va avoir des bifurcations. C'est très ouvert quand même. Voilà, exactement. On a des vraies bifurcations qui s'amènent devant nous. Je ne sais pas ce qu'on pense les gens autour de la table, évidemment. Mais ça fait partie de notre scénario de risque pour le moment. Aujourd'hui, on reste soft landing, désinflation, pivot à venir. C'est pas un environnement dans lequel on n'a pas envie d'être investi. Voilà. Bastien, sur ces réflexions macro 2024, on est parti très fort sur les US, mais ça semble être le sujet. Donc allons-y. Alors je vous voyais acquiescer quand Véronique listait effectivement des indicateurs avancés qui montrent quand même que les choses se dégradent sous la surface, peut-être plus profondément que ce qu'on imagine aux États-Unis. Bon, c'est difficile d'ajouter quelque chose après. Déjà de dire, mais si, on va ajouter la politique américaine à la réflexion. Donc allez-y, Bastien. Mais juste avant, peut-être une chose que je peux ajouter par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, c'est la fiabilité des statistiques. Et quand on regarde les trois grandes variables macroéconomiques, donc croissance, inflation, chômage, tout est à peu près mal calculé ou très peu fiable actuellement aux États-Unis. Et c'est inhabituellement peu fiable. Si on regarde les chiffres de croissance, le 4,9 dont on parlait tout à l'heure au troisième trimestre, personnellement, j'y crois pas du tout, parce qu'il y a eu d'énormes problèmes de désaisonnalisation qui font que ce chiffre est probablement pas bon. Et d'ailleurs, quand on regarde la communication des entreprises, on n'a jamais eu, enfin, c'est pas qu'on n'a jamais eu, on a un nombre d'entreprises qui communiquent sur la faiblesse de la demande qui a très fortement augmenté sur les derniers mois. Je trouve ça très contradictoire avec des chiffres de croissance qui seraient très bons au troisième trimestre. Je pense que les entreprises connaissent à peu près leur marché et savent à peu près de quoi elles parlent. Donc, j'aurais plutôt tendance à faire confiance aux entreprises. Donc, sur la croissance, déjà, c'est une chose. Ensuite, sur le marché du travail, les statistiques, elles sont particulièrement peu fiables. Déjà, de manière générale, sur la méthodologie du BLS pour calculer les créations d'emplois, on peut se poser beaucoup de questions. Mais là, en fin de... C'est un des chiffres les plus révisés au monde. Oui, c'est ça. Les NFP. Tous les chiffres ont été revus pour cette année. Oui, et en plus, les révisions, oui. Et puis, il y a aussi des hypothèses qui sont faites sur le taux de survie des entreprises, qui, ça, en fin de cycle, c'est un peu la tarte à la crème. On sait que c'est relativement peu fiable. Donc ça, c'est en plus de ça, on a la croissance qui est relativement peu fiable, on a le marché du travail qui est relativement peu
fiable. Et en plus de ça, sur l'inflation, pour terminer, sur la troisième variable, on a aujourd'hui 4% d'inflation sous-jacente, dont 3/4 en contribution du logement, des loyers, grosso modo, en grosse approximation, dont on sait que dans la vraie vie, ils sont aujourd'hui une croissance de 0, quoi. Donc l'inflation, elle est sans doute largement en dessous, dans la vraie vie, de ce que c'est, ce qui est affiché par le BLS pour le CPI, quoi. Donc pour ces trois grandes variables, c'est très peu fiable. Donc là, on est dans une phase où la Fed, pour boucler, elle est vraiment dans le judgmental, quoi. Donc là, c'est vraiment, elle va pouvoir prendre ses décisions sans vrais chiffres très très fiables. Et je pense ils vont sur le terrain. J'ai vu ça l'autre jour. Là, je sais plus quel membre de la Fed était sur le terrain face à des entrepreneurs ou des. Non mais vote à main levée. Qui voit les prix monter encore. Ils font des votes à main levée maintenant pour essayer de sentir un peu. Non mais c'est le beige book, c'est les anecdotes de terrain. C'est hyper utile, mais c'est vrai qu'on se dit ça peut pas être le seul paramètre pour décider d'une politique monétaire. Quelques années, ça s'appelle The Fed Listens, et ils vont écouter des salles entières, soit de ménages, d'entreprises, donc ils vont écouter tout un tas de personnes. Oui, ils ont conscience quand même que l'appareil statistique, et pas qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est spectaculaire. Les taux de réponse des enquêtes de travail sont quasi nuls aujourd'hui. Plus personne ne répond aux enquêtes, c'est déjà un premier problème. Oui, ça c'est un vrai problème. Oui. Il y a aussi en Allemagne, j'ai vu que les chiffres d'emploi avaient été extrêmement revus à la baisse récemment. Mais bon, tout ça pour dire que la Fed va devoir prendre des décisions en sens de chiffres à peu près fiables. Et ce qui va se passer, c'est qu'on devrait assister à la poursuite de la montée du taux de chômage, en tout cas publié par le BLS, c'est le seul qui existe, donc on est obligé de s'y fier. Et à un moment donné, il va y avoir des pressions des politiques, du Congrès ou peut-être même de la Maison-Blanche qui vont faire que la Fed va devoir faire marche arrière, quoi. C'est comme ça que l'histoire va se dénouer. C'est vraiment comme ça que ça va se passer, quoi. Ça sera vraiment avec des pressions politiques. Quand Powell ira au Congrès, donc il témoigner. Exactement. C'est à ces moments-là qu'il va se faire cuisiner. Donc ça avait déjà commencé la dernière fois et ça va être de plus en plus fort. Et la pression sur la Fed va être vraiment de plus en plus forte, avec notamment des articles de presse qui vont dire mais qu'est-ce que fait la Fed alors que le taux de chômage est en train de monter. Le tout en pleine campagne électorale, quoi. Oui. Alors là, c'est. Oui. Non, mais oui. Puis quand on connaît l'historique de Powell avec Trump, je pense que ça va être assez savoureux de voir les commentaires de Trump sur Powell et la Fed. Je rappelle quand même que quand il était président, Trump avait qualifié de Trump du plus grand ennemi du pays, quoi, Trump avait qualifié Powell de ennemi numéro 1 des États-Unis. Est-ce que notre plus grand ennemi, c'est la Chine, ou est-ce que c'est... Mais je me souvenais plus, il voulait quoi, Trump? Il voulait un dollar fort, un dollar faible? Ça, il ne savait pas. D'accord. Ok. Mais en gros, il voulait des taux négatifs. Il disait, mais regardez ce que comme en Europe. Ah oui, c'est vrai. Japonais. C'est vrai qu'il était fasciné par nos taux négatifs. Oui, j'ai oublié ça. Donc voilà. Et puis là, ce qui aura beaucoup de conséquences aussi. Donc là, c'est pas encore vraiment dans les thèmes de marché qui sont joués, mais les élections américaines, évidemment, auront des impacts extrêmement forts. C'est grand bazar. La politique américaine, ça a toujours été, mais là, c'est encore plus que d'habitude. Quand on voit ce qui s'est passé, notamment en Chambre des représentants, ou par rapport à la possibilité d'un shutdown, c'était quand même assez ahurissant, avec Kevin McCarthy qui a été destitué par les siens. Et pour cette année, donc, on va avoir une présidentielle où on a déjà un candidat déclaré. A priori, on aura Biden, sans doute Trump. On aura aussi Kennedy, donc le neveu de JFK, en candidat indépendant, mais personne n'en parle. Peut-être Joe Manchin également, qui est tenté visiblement. Tout à fait, et je pense il est quand même très probable qu'il se présente, donc ça sera une configuration qui va être complètement atypique, et tout le monde prend Kennedy à la rigolade. Dans les intentions de vote, il est à 20%, quoi. Donc il est à 20%. Historiquement, les indépendants se sont toujours fait détruire dans le paysage duopolistique de la politique américaine. Là, peut-être que l'histoire peut être différente. Tout à fait, surtout que Biden, il est quand même assez mal aimé par l'électorat démocrate ces derniers temps, notamment par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Mais je pense que ça va être très particulier quand même cette fin d'année. Il faut réfléchir à l'idée d'un Trump bis. Encore une fois, les dernières élections montrent, et l'élection du jour aux Pays-Bas montre que la dynamique populiste est quand même toujours là, bien présente, etc.
Oui, Non, belle ascension. Ah, si, je reviendrai bien, si je peux. sûr. Je pense que ce qui est important, me semble-t-il, pour les investisseurs, on a envie de dire soft landing, oui. Même moi, finalement, j'arrive à peu près à cette configuration. Sauf que c'est quoi pour l'investisseur et pour l'économie un soft landing ? C'est un truc où on ne purge pas les déséquilibres, ou derrière, on atterrit en douceur, mais Il y a on pas n'a de rebond. l'effet Il y a pas de d'élastique rebond. pour rebondir. Ah bah non. Et c'est là Ouais, je qu'on a encore plus d'inconfort, parce que finalement, on voit bien l'effet positif de communiquer sur le mot soft landing, que j'utilise pas de fait parce que j'ai l'impression que ça trompe, qui est un appel d'air. Si en plus je rajoute quantification de facto de la courbe des taux, surtout si je pense que la Fed va faire plus que ce qu'on attend, ça donne c'est une communication très favorable pour un investisseur. Mais en fait, et du coup, j'ai surtout envie de lui dire, mais attention, soft landing, derrière, il n'y a pas de rebond. Ouais. Et on est embêté. Et donc, on n'en sort pas. Et même les banques centrales ne vont pas en sortir. Et ça me paraît une partie importante. Je ne veux pas gâcher la première moitié de l'intervention, qui est plutôt sympathique. Mais c'est pour nous, et plus économistes qu'investisseurs, c'est un peu les efforts de langage qu'on essaye d'avoir pour donner une communication. Pour qu'il y ait un vrai nouveau cycle, il faut que le cycle se termine, quoi. Exactement. Pour dire les choses. Même si on comprend bien que la seule possibilité de baisse des taux, avec des primes de risque qu'on a avec des complètement écrasées, c'est ça. L'autre chose, et juste entre parenthèses, il y a également des données plus ou moins fiables, ça je le conçois, mais il y a aussi des changements de comportement qu'on n'arrive pas à aborder parce qu'on n'a pas de données. Notamment, quand même, ce qui se dessine, qu'on sent bien, on pressent partout, c'est qu'est-ce qui a fait la croissance ces derniers trimestres ? Essentiellement, me semble-t-il, ce sont les jeunes retraités qui sont partis un petit peu avant l'heure avec le Covid, qui ont plutôt bien traversé les 10 dernières années, enfin depuis la crise 2008, parce qu'il n'y a pas eu trop d'accidents sur leur propriété. Ils ont pu devenir multipropriétaires, ils louent leurs biens, ils ont des rentrées de loyer 7% l'an, et ils vont se promener. Et ils vont au cinéma, ils vont à l'étranger, ils font le tour du monde, et c'est ça, mais on le sent. Et du coup, nous, économistes, qu'est-ce qu'on regarde d'habitude comme indicateur avancé ? Les ventes d'automobiles, les achats de biens durables. Mais non, mais ils n'ont plus besoin d'automobile. Ils partent à l'étranger. Ils en ont déjà 3 qu'ils vont donner à leurs enfants éventuellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose... On n'a pas les moyens de l'aborder. On a très peu de statistiques par catégorie, par âge, machin, encore plus quand ce sont des statistiques détaillées. Mais on sent qu'il y a la composition de la consommation. Voilà. En fait, c'est la silver economy, mais pas celle du tout qu'on avait imaginée les 12 ou 15 dernières années. C'est une autre silver economy. Alors, un mot rapide, Bastien, je passe la parole à On Florian. voit bien d'ailleurs que dans les taux de défaut sur les prêts auto et sur les cartes de crédit, c'est vraiment les jeunes pour lesquels les taux de défaut explosent. Ouais, bien sûr. Et pas du tout pour les taux de Ah bah défaut. non, Pas de ils sont crédit, cash rich, Il y évidemment. a vraiment une fracture générationnelle très forte. Quoi. Si je reviens au marché, Florian, comment on peut donner quelques repères sur les grands paramètres de marché, que ce soit dollar, que ce soit les taux longs américains, dans le scénario que vous avez décrit, avec une Fed qui à un moment ressentirait le besoin quand même d'accommoder un petit peu la situation sur ces taux directeurs. Comment vous voyez la partie longue des marchés obligataires réagir ? Est-ce qu'on peut avoir un vrai mouvement de rallye obligataire ? Là, on en a eu les prémices, peut-être. 50 points de base ou 60 points de base de baisse de taux long en un mois. C'est un mouvement qui peut aller jusqu'où et où est-ce que c'est un mouvement qui restera forcément plus restreint, plus contenu que ce qu'on a eu l'habitude de voir ? Alors c'est une très, très longue question, mais notre point de départ consiste simplement à réfléchir structurellement où est-ce qu'on va. On en a déjà échangé à ce sujet-là il y a quelques mois, je pense. Taux réel, prime d'inflation. Taux réel, aujourd'hui, avec la dynamique d'épargne qu'on a, je ne parle même pas de dynamique de politique monétaire, avec la dynamique d'épargne, on a asséché une grande partie de l'épargne disponible. Cet assèchement, mécaniquement, il fait monter les taux réels. On a des taux réels aujourd'hui entre 2 et 2,25. Pour nous, ça nous semble un point d'ancrage.
qui devrait rester avec nous pendant un certain temps, en tout cas, et ça va assez loin vis-à-vis de notre horizon de prévision. Si on rajoute 2% d'inflation par-dessus anticipé, on est à 4,25. Ah, c'est rigolo. Ouais. C'est plus ou moins l'endroit où on est aujourd'hui. Donc pour nous, en gros, la fenêtre de tir, disons 4,25, 4,75, c'est un point de stabilisation intéressant sur le taux 10 ans à long terme, aussi longtemps qu'on n'a pas un accident conjoncturel. Ça, c'est quelque chose qui nous va relativement bien. Est-ce que ça veut dire qu'on est défensif par rapport à la duration ? Non, on ne pense pas du tout. On pense au contraire que si votre horizon d'investissement, c'est 3, 4, 10 ans, Mais oui. et c'est une occasion. Profiter de ce peut-être, exactement. Exactement. On a un gérant qui dit chez nous, c'est une lifetime opportunity. C'est une opportunité qu'on ne voit qu'une seule fois qu'on ne verra qu'une seule fois dans sa vie. Oui, s'il y a effectivement vrai des inflations et une inflation structurelle qui n'explose pas, c'est-à-dire que la régionalisation et le vieillissement de la population n'ont pas raison de l'inflation qu'on a pu connaître à 2%, depuis quelques temps. Donc pour nous, le cas sur le monde obligataire, il est redevenu très positif. C'est là où on a des anticipations de rendement positif sur l'année qui vient, c'est justement sur la partie obligataire. D'accord. Parce que s'il y a pivot, s'il y a soft landing, c'est difficile de voir vraiment quelque chose de négatif arriver. Ce sera Year of the Bond, cette fois. Non mais Bond is back. Bond is back. Vous savez comme moi. C'est plus sur les equities où on va. Alors voilà, voir sur la partie action. des petites montées d'angoisse. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée que ce qu'on appelle l'upside, c'est-à-dire la capacité de rebond que vont avoir les actions, devrait rester limitée. En plus de tout ce qui vient d'être évoqué, l'une des raisons qui fait que 2024, on a vu des rebonds aussi, 2023, pardon, on a vu des rebonds aussi forts, c'est le sentiment de marché. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs dont le sentiment a profondément bougé, rapidement, fortement, sur quelques valeurs notamment. Simplement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très différente de ce qu'on avait en décembre dernier. En décembre dernier, on avait à la fois l'argent retail, donc l'argent des privés, des particuliers, qui était peu positionné, voire même qui était très défensif. On sortait de l'histoire du Bitcoin, on sortait du bain de sang lié à la première vague de remontée des taux sur justement les valeurs technologiques. Cet argent-là, aujourd'hui, il est confortablement retourné dans le marché action. Nous, les grands institutionnels, on est aussi retourné dans le marché action et on n'y est pas retourné principalement par les valeurs US, par les actions américaines, mais globalement par les émergents et l'Europe, c'est-à-dire l'endroit qui n'a pas beaucoup monté cette année. Donc, tout ce qu'on appelle ce dry powder, donc cette poudre sèche, aujourd'hui, elle est déjà dans le marché. Le vent dans les voiles, il est déjà derrière nous, on ne l'aura pas pour 2024. Donc 2024, si on veut que les actions montent... Les flux, c'est fait, quoi. Les flux, c'est fait. Si on veut que 2024, les actions montent, il nous faut de la vraie croissance réelle, il nous faut des earnings qui progressent, il nous faut des résultats qui soient devant les attentes, qui sont déjà mine de rien, assez élevés. Donc à 4523 points, le S&P, il est cher. Il est cher avec des taux à 4,5, 4,20. C'est cher. Comme à 4600, il était cher avec des taux à 3,5. Il y a une notion de cherté aujourd'hui. Le sentiment de marché a rendu l'argument de cherté sur les marchés actions particulièrement important pour votre scénario 2024. Pour nous, s'il y a quelque chose de cher aujourd'hui, c'est les actions. S'il y a quelque chose de pas cher aujourd'hui, c'est les obligations. Maintenant, si vous avez le luxe du cash, c'est encore mieux. Toujours. Oui. Un petit peu. Oui, bien sûr. Et dans le monde action, qui vous paraît cher, évidemment, c'est aux États-Unis que c'est le plus cher. Il n'y a pas de doute là-dessus. La cherté se concentre sur un nombre de titres dont les earnings sont très difficiles à prévoir. Et donc, en termes de positionnement, il faut privilégier l'idée de marchés qui ont encore de la valeur de ce point de vue-là. Fin de cycle, ce qui surperforme, c'est justement plutôt les choses qui sont value, plutôt les émergents, plutôt les choses qui sont déjà, qui sont les laissés pour compte du cycle précédent. C'est-à-dire, c'est pas les financières en 2007 et c'est pas la tech aujourd'hui probablement. Mais voilà, à voir. Et vous estimez là que le consensus bénéficiaire pour 2024 est déjà presque trop ambitieux. On est revenu très vite, très agressivement sur des idées de bénéfices, de progression à 2 chiffres aux États-Unis notamment. Oui, alors c'est low double digit, c'est-à-dire à 2 chiffres, mais au début des 2 chiffres, ça reste néanmoins, disons, assez ambitieux si on est en soft landing. Soft landing, ça ne veut pas dire croissance forte. Ça veut dire une récession de faible envergure dont on arrive à se débarrasser rapidement en l'espace d'1 ou 2 trimestres. 12-13% de croissance, c'était les résultats, ça semble assez difficile. Et donc, ce qu'on voit sur cette fin d'année, c'est au mieux un rallye d'automne ou de Noël, j'en sais rien, mais c'est pas le redémarrage d'un cycle positif encore pour les actions. En tout cas, on n'a pas toutes les évidences qui permettent de le dire.
sauf dans le cas où, d'un coup, magiquement, les taux longs baissent de 150 points de base. Et ça suffirait à vraiment réveiller le marché action et à le faire grimper. On l'a déjà vu plusieurs fois. Depuis 2020, tous les gérants actions ont appris ce qu'était la sensibilité taux. Il faut être très très clair. En 2020, si vous aviez raté l'impact de la montée et des baisses des taux sur vos actions globalement, vous étiez derrière vos indices. Donc l'une des clés, alors c'est soit les earnings, mais c'est déjà quand même assez cher, soit une baisse des taux marquée. Sur la stratégie de marché ou les réflexions de marché que vous avez pour 2024, Bastien, d'accord avec l'idée qu'il faudra sortir, être peut-être moins agressif sur les États-Unis, les Magnificent Seven, et que c'est peut-être le moment de se positionner de manière un peu contrariante par rapport aux tendances qu'on a vues, lourdes quand même, Nvidia, etc. Voilà. On est encore dans une phase où on a le bad news is good news. Ouais, c'est ça. On est vraiment encore là-dedans, et ça me fait. Enfin, je pense à ce que tu disais tout à l'heure sur la phase de 2007. Où en fait, finalement, les actions n'avaient pas du tout décroché à ce moment-là, quoi. Et c'est à partir du moment où il y a une sorte de prise de conscience collective que le taux de chômage avait beaucoup monté d'un coup, c'est à partir de cette prise de conscience que effectivement les marchés actions avaient complètement dévissé, quoi. C'est vraiment ça qui avait déclenché cette phase de baisse pour les actions. Et là, on n'y est pas encore à cet événement-là, donc ça peut durer encore un petit peu de temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je pense vraiment pas que ce soit le début d'un nouveau cycle sur les actions. Je pense vraiment pas se méprendre sur la valeur et la qualité de ce rebond de fin d'année. Prenons ce qui est bon à prendre, mais n'en tirons pas des conclusions trop lointaines pour l'instant. C'était quoi? C'était le patron de City, c'était l'histoire de la musique qui joue 2007. Tant que la musique joue, faut continuer de danser, quoi. Il y a un peu cette... Non, mais si on se replonge dans l'ambiance de 2007, c'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas être dans les actions, enfin de ne pas avoir d'action du tout, quoi. Voilà, c'est très coûteux, quoi. Véronique, je voulais qu'on parle de l'Allemagne quand même. Oui. Bah oui, parce que... Pour l'Europe ou... planche de salut ou planche pourrie. Non, mais enfin, moi, je vois ça comme... quand même, il faut se mettre... Ce qu'ils ont subi en 3 ans maintenant, enfin, je veux dire, la fermeture de... Enfin, la réduction de la mondialisation et des échanges, quand même, gros premier coup dur. Le modèle énergétique complètement mis à plat avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, c'est même le modèle budgétaire allemand qui est en train de vaciller, de trembler, avec à la fois une règle d'or budgétaire qui limite considérablement la capacité de s'endetter pour le budget fédéral, et en même temps un hors-bilan qui n'a cessé d'exploser ces dernières années. On est quasiment à 1 trillion d'euros de hors-bilan, d'enveloppes cumulées, de hors-bilan accumulés, chacune de ces enveloppes ayant des objets bien précis. Et donc, le séisme du moment, c'est Karlsruhe qui dit non, on ne peut pas réallouer des enveloppes hors-bilan comme ça, n'importe comment, dans le budget fédéral, même si c'est pour faire du bien à la planète, puisque le but était quand même de financer des projets de transition énergétique, ce qui a priori coche quand même toutes les cases politiques du moment. Tout à fait. Donc on rappelle pour quand même les auditeurs, il s'agissait d'une partie de l'enveloppe qui avait été votée pour lutter contre les effets du Covid en 2021, pour 2021. Qui n'a pas été utilisé, que le gouvernement Scholz a fait glisser sur le budget 2022. Et l'opposition a fait appel à la Cour de Karlsruhe, qui effectivement considère que c'est inconstitutionnel, que l'argent voté pour une certaine utilité doit être utilisé non seulement pour cette utilité, mais ne peut pas bouger d'une année, glisser d'une année sur l'autre. Et cet argent avait été notamment donc alloué au fonds de reconstruction et pour le climat, etc. Donc, alors, vaste sujet, énorme sujet. D'abord, l'incompréhension ou la sidération par rapport à l'Allemagne, à sa pratique, à ses pratiques budgétaires et la politique, qui donne le sentiment de se tirer des balles dans le pied en permanence. Donc, et surtout surtout aujourd'hui. C'est parce que l'Allemagne, vous l'avez dit, est à nu, en fait. Tout le modèle allemand est tombé très bas. On ne sait pas où, d'ailleurs. Mais industrie très mal portante. Dans les éléments qui sont également très mal vécus et qu'on sent bien qui vont être très difficiles, c'est que la reprise post-2008, en Allemagne, ça a été l'automobile à destination de
la Chine. Ah non, mais oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Chinois qui sont en train de tailler des croupières aux constructeurs européens, les Allemands en premier lieu, et de reprendre leur marché. Donc, il n'y a pas beaucoup d'issues. Et alors, l'incompréhension totale. 2, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'il y a de la place pour un compromis politique? Si on ne trouve pas de compromis... Parce qu'on est d'accord, c'est pas une question d'argent, hein. Non, je veux dire, l'argent, ils l'ont, hein. C'est ça le truc. Oui, tout à fait. Hein. Donc, s'il n'y a pas de compromis, ça veut dire des coupes budgétaires. En À hauteur de 60 milliards, oui. On avait compté 60 milliards plus les autres, éventuellement, une partie des autres fonds spéciaux. C'est ça. Alors, il y en a des très anciens, hein. Il y en a qui datent de Marshall. Donc, mais donc ceux-là, on n'est pas très inquiets, mais qui ont été utilisés ces derniers trimestres, quasiment 1 milliard, je crois, qui a été utilisé pour aider les entreprises et les start-up. Des plus anciens fonds. Oui, dans lesquels donc là, ils ont eu le droit, là. Ils ont utilisé, oui. Donc finalement, ça ne se limite pas à 60 milliards, ça peut être beaucoup bien sûr, plus. d'autres enveloppes peuvent être touchées. D'autres enveloppes touchées, parce que si la décision fait jurisprudence, a priori, elle fait jurisprudence, ça s'applique à tout. Hein. Exactement. Et donc, conséquence immédiate sur le budget, les finances publiques, alors que l'économie allemande a été portée à flot par les dépenses publiques, les subventions aux entreprises, des tas de secteurs qui ont été très subventionnés, qu'on n'imagine pas pouvoir survivre aujourd'hui quasiment sans le maintien de ces subventions. Donc, premier sujet. Deuxièmement, s'il n'y a pas compromis, il y a forcément des élections quelque part anticipées, avec une extrême droite qui arrive au deuxième rang des sondages aujourd'hui. Hein, et donc une menace politique, à la fois pour l'Allemagne et sans doute pour le reste de l'Europe. Des implications sur ce qui se passe en Allemagne, sur la politique budgétaire européenne. Là, est-ce que, parce que bien évidemment, enfin d'abord, on ouvre quelque chose, là, on dévoile un sujet qui est monstrueux, quelque part, politiquement. C'est-à-dire que l'Allemagne chantre de la rigueur budgétaire, modèle de ce qu'il faut faire, etc., dont on découvre que hors budget, il 900 milliards. y a un cinquième du PIB, un peu plus d'ailleurs. Oui. Hein. C'est colossal, c'est une bombe politique, potentiellement. Ça ne sera peut-être pas le cas. Parce que d'abord, on ne va pas trop ébruiter, mais quand même. Enfin, ceux qui vont négocier le futur cadre budgétaire européen, ils seront au courant. Voilà. Alors, est-ce que et on pourrait se dire, l'Allemagne va compter, peut-être relâcher un peu les brides sur ses voisins, mais non, c'est tout l'inverse qu'ils vont faire et qui sont toute la. Lindner, qui est le ministre libéral des Finances, quand on dit il faut assouplir la règle d'or, le debt break. Ah non, c'est l'occasion historique de renforcer le debt break. Voilà. Donc, on est face à une impasse, en réalité face à une véritable angoisse, hein, parce que c'est un sujet qui ne concerne pas que l'Allemagne. On pourrait presque en rire si c'était que ça, parce que ça tourne. Non, ça rend triste. Non, ça rend triste sans joie. Et avec des implications européennes qu'on mesure mal encore, mais qui sont très inquiétantes fondamentalement. Et in fine, avec un risque politique à la clé, hein, qui quand même des échéances électorales qui se préparent et on aimerait bien qu'en Allemagne, des choses qu'on s'entende bien. Ce qui est dramatique et qui ne fait pas rire, c'est que l'Allemagne a les moyens de se reconstruire comme jamais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui est, je trouve, terrible, vu de ce côté du Rhin, où on n'a pas de leçons à donner à personne, et certainement pas l'Allemagne. Mais ce qui est un peu original, hein, c'est qu'on pourrait, si on tient un peu le trait, c'est qu'on pourrait avoir une crise de la zone euro, cette fois-ci, qui a un épicentre qui est en Allemagne, quoi. Parce que c'est vraiment ce problème de comptabilité, cette révélation qui pourrait bloquer un certain nombre de discussions en Europe pour les futurs budgets, pour les futurs plans d'investissement. Et en fait, on aurait vraiment cette nouvelle crise on n'y est pas encore, mais on pourrait imaginer que ça aille jusqu'à une crise de la zone euro. Avec un sens alors qu'on croyait justement avoir fait des pas de géant suffisants pour écarter le risque existentiel qui a plané depuis sa naissance sur l'euro. Florian, si vous voulez conclure sur le risque budgétaire, le risque des finances publiques. Moi, je note juste qu'on attend toujours la dégradation du vendredi soir, etc. Pour l'instant, c'est Portugal relevé de 2 crans, Italie stabilisée en termes de perspective, on aura la France la semaine prochaine, on a eu la Grèce, retour en investment grade également. Pour l'instant... les agences et le marché ne nous disent pas qu'il y a une urgence immédiate sur les finances publiques. C'est peut-être la solution pour arriver à boucler notre histoire de soft landing. C'est que jusqu'à présent, ce qui a
porté, ce qui a empêché qu'on sombre rapidement dans une récession, c'est l'étendue de l'aide publique. Il faut rappeler la taille des plans qui ont été déployés depuis le Covid. On parle aux États-Unis de plus de 40% de déficit sur PIB, c'est-à-dire plus Cumulé. Cumulé. Oui. C'est prodigieux, c'est monstrueux de la part de la grande économie libérale qui a pu tourner en 2020 à plus de 50% de PIB de dépenses. Ouais. Non, c'est assez monstrueux. Donc on comprend aussi qu'on critique beaucoup Powell, j'entends les critiques formulées contre la Fed. Pour autant, eux poussent d'un côté et de l'autre côté, il y a l'administration publique, le Trésor américain qui pousse de l'autre côté et c'est la même chose en Europe. C'est un danger global justement pour le dérapage parce que l'un des deux côtés va pousser plus fort que l'autre. Je comprends. Bastien, Ouais, pour vraiment conclure très rapidement. court, on parle de l'Allemagne et ça arrive quand même au pire moment par rapport à la politique de la BCE parce qu'on parle vraiment beaucoup des taux directeurs, on ne parle que de ça, mais tout le monde oublie le quantitative tightening. Et ce qui est quand même très probable, c'est qu'en 2024, on ait un renforcement du quantitative tightening avec l'inclusion du PEPP dans le quantitative tightening, quoi. Donc en fait, on aura un problème de finances publiques à un moment où la BCE va être encore plus dure sur ce plan-là, quoi. Encore plus absente du marché des obligations souveraines. Encore une fois, l'Allemagne a les moyens de se reconstruire. L'Allemagne n'a pas de problème d'argent, pour dire les On choses. n'a que des problèmes virtuels, quoi. Ouais. En Europe, Bon, wake up, l'Allemagne. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bastien Drue, CPR Asset Management, Véronique Riche-Flores, RF Research et Florian Yelpo, Lombard Odier IM.